Alors, on n'est pas dans la production fossile. Pour nous, les productions d'énergie, c'est éolien, photovoltaïque, géothermie, principalement. Alors, géothermie, pour la bonne raison qui est quand même bonne, c'est qu'on a le BHGM à Orléans, par exemple. Et que la région a décidé de mettre le paquet, si j'ose dire, sur la géothermie. La meilleure preuve, c'est qu'on a un nouveau conseiller technologique qui est payé par la région et dont le rôle principal, c'est de promouvoir la géothermie dans la région centre. On va le pousser un peu vers les pays de la Loire, parce que si on peut faire profiter tout le monde de la géothermie et développer la géothermie en France, je ne vois pas pourquoi on s'interdirait. Alors, on parle beaucoup des smart grids, réseau intelligent, donc gestion du réseau, ça concerne bien les personnes de RDF. La problématique, je vais passer vite, c'est que il va y avoir différentes productions décentralisées, une petite éolienne là, 3 panneaux solaires là-bas, 18 ailleurs, etc. Il va falloir gérer tout ça au niveau du réseau, et c'est pas évident. On travaille là-dessus avec EDF d'ailleurs, qui est dans le pôle aussi. Bon, voilà. C'est un peu schématisé ce que j'ai décrit la personne précédemment. Donc il y a des centrales nucléaires, puis il va y avoir des centrales solaires, des centrales éoliennes, des particuliers qui vont avoir des petits systèmes. Donc tout ça à gérer, c'est pas d'une évidence aveuglante. Donc les marchés cibles que l'on vise pour le développement des entreprises qui sont nos adhérents, c'est donc les nouvelles sources d'énergie, éolien, solaire, batterie, micro-batterie, pile à combustible, géothermie, énergie marine renouvelable. Donc tout ça, c'est production-stockage, on va dire. Et puis tout ce qui est gestion d'énergie dans le bâtiment, alors là, c'est du neuf, de l'ancien, en rénovation, industriel, individuel, etc. Et puis tout ce qui est équipement efficace en énergie. Donc, je vous parlais d'un onduleur par exemple. Dans l'onduleur, il y a des espèces d'interrupteurs électroniques. Et quand il laisse passer le courant, lui, il a une certaine résistance, donc il chauffe. Donc il y a une partie de l'énergie qui va se barrer en chaleur, qui n'est pas de l'électricité. Donc on va optimiser ces composants-là pour qu'il y ait moins de pertes dans les systèmes électroniques. Enfin, je schématise un peu, mais c'est un peu ça. Donc ça, c'est une partie des adhérents. Donc peut-être que vous en connaissez certains. De toute façon, si vous voulez la présentation, non mais si les gens désirent l'avoir puis la regarder tranquillement, c'est ouvert, c'est pas top secret. Bon, tous les petits points, que je ne vais pas détailler, c'est tous les domaines scientifiques et techniques sur lesquels le pôle travaille avec ses adhérents pour développer de nouveaux produits et arriver le plus vite possible sur le marché. D'où le nom compétitivité. Alors voilà les axes prioritaires, donc production d'énergie, stockage de l'énergie. Le stockage de l'énergie, c'est quelque chose de très important parce que toutes ces énergies solaires ou photovoltaïques, par exemple, sont ce que j'appelle moi des énergies fatales. C'est-à-dire ça marche et puis d'un seul coup, poum, ça s'arrête. Donc, pour gérer le réseau derrière, c'est pas d'une évidence aveuglante parce que, en général, par exemple, sur les réseaux insulaires comme à La Réunion, c'est SEI, là-bas, c'est pas EDF ou RDF, c'est SEI, ils demandent. Il y a des normes de stockage. C'est-à-dire, vous pouvez vous connecter au réseau à condition que vous nous garantissiez un stockage minimum. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de vent pour l'éolienne, vous fournissez encore pendant un certain temps. Sinon, vous ne vous connectez pas au réseau. Donc, le stockage, c'est aussi important parce que si on veut avoir des énergies renouvelables utilisable par exemple chez soi, il faut améliorer le stockage. Nous personnellement, enfin moi personnellement, je veux dire, mais carrément, vous voyez,
je trouve ridicule que chaque particulier ait 3 panneaux solaires ou une petite éolienne. Je pense que je suis pour le mix énergétique, c'est-à-dire mélanger tout ce qu'on peut suivant l'endroit où on se trouve, biomasse, géothermie, enfin tout ce que vous voulez, mais pour une commune, une communauté de communes, pas pour chaque individu. C'est quand même plus intéressant de monter une éolienne de, je sais pas, ça dépend de combien il y a de maisons, mais 60 kW, par exemple, ça existe, hein, il y a des moyennes éoliennes, on va dire, pas des micro-éoliennes, pour alimenter plusieurs maisons, plusieurs bâtiments. De faire des panneaux solaires pour alimenter un territoire. Et là, c'était vraiment de la production décentralisée, centralisée, je dirais, mais locale. Et l'idée aussi, c'est de consommer ce que l'on produit. Par exemple, on a un projet sur lequel on alimente des pompes à chaleur géothermiques. Donc, il y a une société qui fabrique les pompes à chaleur et qui fait les forages. Donc c'est la même. C'est important parce que quand ça ne marche pas, le gars qui vous a mis la pompe à chaleur, on dit c'est lui le forage, il a fait n'importe quoi, et puis réciproquement. Donc ils font tout. Et on associe ça avec une société qui fait du photovoltaïque, une société qui fait de l'électronique. Pourquoi? Pour alimenter localement la pompe à chaleur avec le solaire. Alors en été, c'est très intéressant parce que souvent les pompes à chaleur sont utilisées en réversible, c'est-à-dire faire du froid, climatiser. Donc si vous pouvez alimenter votre pompe à chaleur au maximum, quand il y a du soleil évidemment, par du photovoltaïque, vous augmentez le coefficient de la pompe d'une manière très très importante. Et là, le surplus, par exemple, si on n'utilise pas, il y a du courant photovoltaïque, on ne l'utilise pas, on va pouvoir, par exemple, chauffer de l'eau chaude dans un ballon. Je sais plus qui parlait c'est vous, monsieur, je crois. On a inventé le stockage depuis qu'on est tout petit, c'est-à-dire on a des ballons de chaude. Donc on peut chauffer de l'eau. Et ça fera de l'eau chaude en hiver pour se laver la tronche, donc ça sera nécessaire. Donc voilà, donc on essaie vraiment d'essayer de tout faire pour consommer local, au maximum. Les tarifs de rachat EDF, moi je ne me fais pas d'illusions, ça ne va pas durer des milliers d'années. Quand je dis des milliers, je suis très optimiste, des dizaines d'années. Donc autant essayer de faire en sorte de consommer ce que l'on produit, mais le faire tout seul dans son petit coin, c'est dommage, je pense que c'est mieux de le faire d'une manière collective. Bon, ça c'est mon opinion et je la partage. Alors, il peut y avoir, non mais évidemment, c'est une entreprise, c'est déjà une collectivité pour moi. Une grande ferme, oui, bien sûr. Je veux dire, je parle d'une maison individuelle, mettre sa petite éolienne pour soi, ou son petit panneau solaire, ça fait plaisir. Hein. Moi, je ne sais pas le faire, je sais pas bricoler aussi, ça m'amuse. Mais au niveau injection sur le réseau, même si on fait un super smart grid hyper intelligent, ça va être vachement dur de récupérer la petite éolienne de machin, les 2 panneaux solaires du Tartuchois, etc. Enfin, c'est très complexe. Donc, restons groupir et essayons de faire ensemble. D'abord, ça revient moins cher. Donc voilà, c'est différents programmes de développement, on anime des réunions, etc. Donc là, c'est les différentes filières en fonction de leur maturité. C'est-à-dire, il y en a qui sont émergentes, où il y a encore beaucoup de projets de recherche un peu amont à faire, d'autres qui sont en décollage et certaines qui sont matures. Alors mature, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer. Et pour les entreprises, prendre des parts de marché, c'est ce qui est important, et créer de l'emploi. Donc la R&D collaborative, hein, nous on fait en sorte de faire émerger des projets en réunissant des industriels et des labos pour discuter sur un thème qui nous concerne. Et à travers tout ce qui se dit, on fait une synthèse et on fait des petits groupes plus restreints pour dire, ben là, il y a matière à faire un projet collaboratif, monter un dossier, faire attention à la propriété intellectuelle, parce que c'est très important quand des entreprises travaillent ensemble, à qui appartient quoi et qui récupère quoi derrière. Il ne faut pas
fois sur la foire d'Antoine, parce que sinon, c'est plus un projet collaboratif, c'est un pugilat. Donc, il faut absolument qu'on fasse attention à des contrats de consortium sur les brevets, s'il y a un brevet déposé dans le projet, etc. etc. Donc, c'est tout un aspect très important au niveau de l'industrialisation par la suite. Bon, pardon. Bon, ça, c'est différents projets qui ont eu lieu. Alors, il y a Enerstock, par exemple, c'est un projet de stockage à l'île de la Réunion avec la société Aerowatt qui est à Orléans. On a un projet, alors des projets sur les composants. Donc des projets sur les composants comme G2REC et des projets sur des cartes électroniques, parce qu'on fait maintenant des composants haute puissance, haute tension, haute température. Alors, quand je dis haute température, c'est 160, 180, 200 degrés. Mais la partie commande de cet élément de puissance, le gros interrupteur, là, la partie commande, elle, ne supporte pas les 200 degrés, donc on est obligé de déporter. Alors l'idée, c'est de faire des nouvelles cartes électroniques qui supportent ces températures, ce qui n'est pas évident, et de mettre le tout, y compris le composant de puissance, sur la même carte. Et pas déporter des fils, parce que qui dit des fils, dit perte, etc. etc. Non. Je passe sur ces projets. Les axes stratégiques, hein, c'est l'efficacité énergétique des systèmes électriques, système intégré pour l'électronique nomade, microsources d'énergie propre. Donc ça, c'est tout l'aspect autonomie des éléments comme un téléphone pour bientôt portera un vêtement intelligent avec le téléphone incorporé, la recharge solaire incorporée, etc. Vous pourrez le mettre dans la machine à laver, peut-être pas à trop haute température, mais donc il y a plein de choses qui se développent assez impressionnantes. Voilà, ouais. On va peut-être accélérer s'il vous plaît. Je vais arrêter. Voilà. Bon, vous les verrez si ça vous intéresse. Mais... Donc, il y a des plateformes, il y a une qui va se faire sur Orléans, sur le bâtiment. Et puis voilà les services qu'on propose à nos adhérents. Alors évidemment, on est en connexion avec d'autres pôles de compétitivité qui sont autour de l'énergie aussi. Donc Ténerdis, qui est vers Chambéry, enfin le Dauphiné, on va dire, Cap Énergie, Derby, Avenia. Il y a aussi Idéforcar. Idéforcar, c'est dans les Pays de la Loire, c'est plus l'automobile. Alors nous, on n'est pas dans l'automobile, mais comme il y a du stockage et de l'électronique, on est aussi dans l'automobile, en partie. Pour les EMR, les énergies marines renouvelables, il y a des gens qui vont faire des socles en béton pour que l'éolienne ne se barre pas. Donc on n'est pas là-dedans, mais on va être dans tout ce qui est l'aspect conversion, l'aspect électronique, électrotechnique. Donc on a des complémentarités en interpôle ou intercluster, et des clusters aussi. Il y a les avalés en Pays de la Loire, qui n'est pas un pôle de compétitivité, mais qui est un cluster qui regroupe des industriels. Donc actuellement, on a 121 adhérents. Voilà. Je passe sur les projets parce que c'est trop long. Merci. Alors ça, c'est réellement une synthèse qui touche en plus les grosses entreprises. Donc c'est à la fois l'aspect particulier et l'aspect entrepreneurial au niveau de la mixité des énergies. Bon, nous allons passer très rapidement aux questions parce que nous avons 30 questions. On va commencer de répondre en 1 ou 2 minutes à chaque question. Allez-y, alors, notre secrétaire général et Virginie, tous les deux, qui ont travaillé avec moi, avec
beaucoup d'intensité, on va me donner des conseils. Alors, vous allez tous les deux. Alors, des questions concernant la méthanisation. Alors, est-il normal de faire supporter à des agriculteurs de tels investissements alors que c'est utile à toute la société? Et puis, mauvaise information, la production de méthane est-elle polluante ou non par les fissures dans les cuves de stockage? En peu de temps, merci. En une minute, déjà, l'objectif, c'est de produire le méthane dont on a besoin pour faire tourner le moteur, pas plus. Point. Donc là-dessus, c'est à nous d'adapter la production. Les risques de tuyaux fissurés, donc on ne peut pas exagérer non plus, c'est toujours imaginable, mais c'est fait pour que ça fonctionne, c'est n'y a pas de déperdition. Après, est-ce que c'est normal de faire porter aux agriculteurs je veux dire, dans tout domaine, il y a où on innove, où on commence quelque chose. Je pense qu'il faut que l'État, ou les régions, les départements interviennent pour aider, ça c'est normal, c'était notre cas. Après, il faut trouver la bonne adéquation entre le coût de production et le coût d'utilisation, le coût de la revente possible. Alors, ensuite, quant à l'énergie bois, alors pourquoi les collectivités n'investissent-elles pas dans la production de bois sur le pays de Vallée du Cher? Des questions aussi sur les essences, alors résineux, pas résineux, est-ce qu'il y a un problème avec l'acidification notamment des résineux? Voilà. Alors en gros, et que peut-on attendre aussi du développement de l'agroforesterie dans les zones de grande culture du département pour la production d'énergie? Oui, pour la présidente du pays. Merci, il a dit pour moi. Oui, je voulais répondre concernant l'énergie bois pour la vallée du Cher. Nous avons rendez-vous avec M. Fesneau, qui est donc le président départemental du syndicat d'énergie bois pour le Loir-et-Cher, et nous allons y aller, parce que nous travaillons sur. Je vous signale à titre indicatif que nous avons financé une plateforme concernant le bois à Chissy-en-Touraine et que nous allons l'inaugurer le 28 ou 29 juin. Donc vous voyez bien qu'on travaille aussi pour l'énergie bois, mais nous allons continuer à travailler dessus. Merci. Pour répondre à la question sur les collectivités, notamment la nôtre, celle qui nous concerne aujourd'hui ou qui nous concernera demain, deux choses. Monsieur Pirovitch a parlé du cluster. Sachez que tous les clusters de Con3 existent depuis 2 ans. Si vous avez compris, le cluster, je vous donne l'image. J'ai été voir un cluster il y a 3 semaines à Paris, des jeunes qui démarrent, qui font de la recherche en agroalimentaire, qui vont, deux jeunes entreprises qui vont venir nous visiter pendant 2-3 jours qu'on va recevoir en septembre et qui mettent au point des nouveaux produits agroalimentaires. En l'occurrence là, on y échappera, on n'y échappera pas. L'élevage des grillons et la mise en place des barres céréalières de ces grillons. Alors ça paraît un peu utopique, mais il n'empêche que ce cluster fonctionne déjà sur Paris, qu'on a reçu ces jeunes qui ont bénéficié de fonds, là je m'adresse à un ami qui siège à Bruxelles depuis de nombreuses années, a bénéficié, ces 3 jeunes, un polytechnicien à l'ENARP qui est un HEC, ont bénéficié de 3 millions d'euros d'aide pour mettre au point l'élevage de ces grillons, les barres céréalières et les distribuer, parce que c'est une des sources pour ne pas, demain matin, soi-disant, mourir de faim. Donc voilà ce que c'est qu'un cluster. On est dessus aujourd'hui. Et puis je terminerai que dans le cadre énergétique, la technopole qu'on est en train de monter à travers ce cluster, on est en train d'étudier, on est très avancé, mais c'est un problème, là aussi, le coût. Une centrale thermique bois qui alimentera l'ensemble de nos industries, celles qui sont déjà existantes comme Saint-Michel, d'aussi haut, puisqu'on sauve quand même une partie, notamment dans la culture bio, alimentera ces gens en énergie et nos futures entreprises qui pourraient s'installer en énergie. Vous voyez qu'on est en train de marier et à la fois le cluster et à la fois la puissance énergétique et les alimentations à partir du bois qui serait nécessaire. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec Alain, mon collègue de cette Cher, aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour récupérer tous les déchets bois partout. Si on pouvait faire, c'est sûr qu'on pourrait le faire plus facilement. Voilà.
Sur la question des essences, en tant que particulier dans vos cheminées, vous avez l'habitude d'utiliser les feuillus durs, chêne, charme, châtaignier. Et donc, vous avez raison, parce que en termes de volume, la densité est la plus forte, et donc et la température de combustion fait que ce sont ces essences-là qui sont à privilégier. Par contre, quand on est sur du bois déchiqueté, donc pour alimenter des grosses chaudières, enfin une grosse chaudière à partir d'une vingtaine de kilowatts, eh bien, on a des températures de combustion qui sont fortes, et le pouvoir calorifique à masse égale est équivalent quelles que soient les essences. Parce que vous comparez un volume, et une fois que c'est au niveau d'une masse, c'est exactement la même chose. Donc c'est l'intérêt du bois déchiqueté, c'est qu'on utilise l'ensemble des essences, et qu'on peut valoriser des essences comme le bouleau par exemple, qui a peu de débouchés. Donc voilà. Alors, autre question concernant maintenant la géothermie. Alors, on a parlé de l'usine Saint-Michel, est-ce qu'il y en a d'autres en France? Et puis, pourquoi ne pas favoriser la géothermie en région centre pour produire de l'électricité? Géothermie, électricité, ça existe, hein, notamment pas en France, pas à ma connaissance, mais enfin si, mais pas en France métropolitaine. En Guadeloupe, il y a une centrale qui est la centrale du Bouillante, elle a bien nommée parce que l'eau est très chaude. Donc il faut de l'eau à très haute température, mais le plus intelligent pour la géothermie est d'utiliser sous forme de chaleur. Il faut pas. C'est vrai que l'électricité sert à tout, qu'on peut la fabriquer avec n'importe quoi, c'est sa force, mais quand on a de l'eau chaude directement présente, on peut récupérer les calories avec un coq, comme il a été indiqué tout à l'heure, de 3 ou 4, autant utiliser directement la chaleur sur un réseau de chaleur, hein, il n'y a pas de souci. Juste un point que je voulais signaler là, par rapport à l'intervention du collègue de S2E2, c'est que jeudi prochain, dans le cadre de Loir-et-Cher 2020, il y aura une soirée donc, au Conseil Général sur les smart grids, donc animée essentiellement par Thierry Allard et Bogdan Wronowski, et bon, à laquelle je participerai avec quelqu'un de Néolux aussi sur la question spécifique des réseaux intelligents, parce que c'est quand même le grand sujet d'avenir pour faire interfonctionner toutes ces énergies renouvelables et fiables. Dernier point concernant le méthane, effectivement, il faut être très vigilant aux fuites de méthane, c'est pas fait pour fuir, hein, c'est pas pour qu'il y ait de fissure ou autre, parce que le méthane est un gaz beaucoup plus pourvoyeur d'effet de serre que le CO2. On parle beaucoup du CO2 parce que c'est ce qu'on produit le plus, mais les fuites de méthane sont effectivement extrêmement génératrices d'effet de serre. Donc il faut avoir des installations parfaites de point de vue technique. Et ensuite, nous avons des questions donc, par rapport à EDF et puis le photovoltaïque et l'éolien. Donc, la question sur EDF, c'est pourquoi EDF a réduit la valeur de rachat de l'électricité qui est réinjectée dans le circuit. Je vais vous laisser répondre, puis après je passerai au Ouais, je veux bien répondre, mais plus en tant que citoyen qu'en tant qu'EDF, parce que, comme je le dis, je ne suis pas EDF, je suis ERDF, je m'occupe des réseaux, donc effectivement, toutes les énergies renouvelables sont, si elles ne sont pas utilisées directement en chaleur, comme par la géothermie dans les réseaux de chaleur, elles sont réinjectées dans le réseau. Donc les tarifs d'achat ne sont pas fixés par EDF, ils sont fixés par l'État, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Donc l'idée effectivement c'est qu'au départ ces tarifs sont élevés pour inciter à la production. Tout à l'heure la question a été posée, pourquoi sont-ce les agriculteurs qui doivent payer ce qui est utile à la collectivité? Mais c'est précisément à cela que servent les tarifs de rachat. Pourquoi le photovoltaïque se développe actuellement? Pourquoi vous avez beaucoup d'escrocs qui essaient d'en vendre? C'est parce que c'est une affaire rentable de produire du photovoltaïque, parce que les tarifs d'achat incitatifs. Mais l'objectif, comme vous le disiez, n'est pas que ça dure éternellement, c'est que les technologies photovoltaïques et éoliennes baissent suffisamment pour qu'à partir d'un certain moment, ils ne seront plus revendus à EDF, mais directement autoconsommés, parce que moins cher que l'énergie qui arrivera par le réseau. C'est bien ça le but du jeu. Hein.
Donc les tarifs de rachat vont baisser progressivement au fur et à mesure que les technologies vont se développer et qu'elles auront leur propre rentabilité. C'est bien le but. L'État intervient à travers les tarifs de rachat pour lancer des filières, et ensuite les filières doivent être autosuffisantes. Sinon, ça veut dire qu'elles n'ont pas de rendement économique suffisant, il faut les abandonner. Et je pense que le photovoltaïque, effectivement, comme vous le disiez, atteindra dans 5 à 10 ans un niveau économique qui le rendra suffisamment intéressant en autoconsommation. Alors justement sur le photovoltaïque, une question donc, pratique. Donc c'est quelle est la quantité, d'abord une question générale et ensuite une question pratique. Quelle est la quantité moyenne d'électricité produite par les panneaux photovoltaïques en région centre, parce qu'on a des éléments. Et donc la question pratique, c'est quels sont les besoins pour une maison individuelle de 4 personnes entre 80 et 100 mètres carrés de toit. La production, c'est ce que j'ai donné tout à l'heure. On est sur du 1000 kWh par kilowatt installé. Pour une installation dans de bonnes conditions, c'est-à-dire plein sud, sur un toit à 30 degrés, sans masque, et une installation de qualité, c'est-à-dire sans perte dans les fils, avec un onduleur, avec un bon rendement, etc. Donc c'est 1000 kWh par kilowatt installé. Donc en particulier, en général, c'est 3 kW qui s'installent. C'est une habitude. Il n'y a rien qui oblige à installer 3 kW, mais c'était une habitude, une limite à une certaine époque. Enfin, c'est toujours une limite parce que au-delà de 3 kW, les revenus sont imposables. Donc, mais voilà, c'est pour ça que les particuliers se limitaient souvent à 3 kW. Donc voilà, on va produire 3000, on peut produire jusqu'à 3000 kWh dans une année. Et une famille de 4 personnes qui ne se chauffe pas à l'électricité, qui n'a pas de chauffe-eau électrique, qui ne fait pas la cuisine à l'électricité, va consommer entre 3000 et 4000 kWh par an. En fait, si EDF avait fixé ce niveau de 3 kW, c'est un petit peu justement pour répondre à des besoins d'une maison, d'une famille française de 4 personnes, pour répondre à peu près à ces besoins. Et comme disait monsieur, quand les contrats vont se terminer dans 20 ans, eh bien je pense, je m'avance, il n'y a rien dans les tuyaux, mais je pense que EDF ne rachètera plus l'électricité et que le prix de revient sera au même niveau que le prix d'achat actuel. Donc en fait, ça sera beaucoup plus simple d'être en autoconsommation, de consommer sa propre production et d'injecter le surplus. Donc on vendra le surplus. Et puis comme à un certain moment on sera en sous-production, ben on achètera un petit peu sur EDF et voilà, on fera la différence entre les deux compteurs et puis voilà, la facture sera en fonction du différentiel. Merci. Alors, une question pour monsieur le maire de Contoin. Où en est le projet de parc photovoltaïque sur les carrières? Je vais essayer d'être courtois. Essayez d'être courtois, parce que M. Puchera, il n'est pour rien, il nous l'a dit, il s'occupe de la distribution. À une époque, j'ai un témoin dans cette salle il y a 4 ans, et pendant 2 heures, pendant le repas, EDF m'a entouré de droite et de gauche, surtout pour que j'arrête de parler. Il y avait EDF Énergie Nouvelle, vous avez entendu parler de ça, EDF Énergie Nouvelle. Et j'ai dit, tant que les 4 ou 5 grandes sociétés qui s'appellent Veolia, Suez et consorts n'auront pas racheté l'ensemble des actions, et bien vous verrez que tous les projets vont être bloqués. Qu'est-ce qui sort aujourd'hui? C'est des grands projets d'EDF photovoltaïques. Les nôtres qui ont pourtant une rentabilité, moindre certes parce que le prix du kilowattheure a été descendu, mais installer 14 hectares de panneaux photovoltaïques dans nos carrières ici, ou pour les contrats ici présents, c'est un gage sur nous, surtout pour les 18 sur robot, c'était un gage pour nous qu'on ne verrait jamais d'ordures dans nos carrières de Falin. Eh bien, le projet est bloqué parce qu'aujourd'hui, le coût du rachat, certes, est baissé, mais parce que, alors là, M. Puchera expliquera mieux que moi, il y a une commission énergétique qui décide de lancer des appels d'offres au niveau de l'Europe pour le prix du rachat du kilowattheure. Tout ça pour dire qu'on protège les grands projets où interviennent, et tant pis si ça fâche, EDF, GDF, Veolia, Suez et consorts, et les petites sociétés, il ne faut surtout pas en parler.
c'est bloqué uniquement, moi je pense, alors on ne dira pas dans ce langage-là, on aura un langage beaucoup plus soft, beaucoup plus diplomatique, mais c'est bloqué parce qu'il y a des grands consortiums qui sont, je le dis, Veolia, Suez, le privé, le public, EDF, GDF, et qui font que les projets de 13, 14, 18 ou 20 hectares, alors qu'ils sont prêts, le nôtre il est prêt, le permis de construire a été attribué, tout a été attribué, mais aujourd'hui c'est bloqué. Et c'est regrettable parce que ça représentait pour nous 6 000 logements, 6 000 logements qu'on était capable aujourd'hui de produire en électricité. C'était valoriser un site qui aujourd'hui ne sert à rien, qui a 14 mètres de profondeur dans la mer des Salins, et c'est regrettable, et ça provoquait surtout, je crois, 8 millions d'euros de travaux, quelque chose comme 150 ou 200 000 heures de travail, et je pense que avec un compagnon, c'est 1550 heures par an. Ça fait le compte, hein. Vous imaginez un peu le travail qui aurait pu être fait pour 3 ou 4 compagnons pendant plusieurs mois. Ben, ces projets-là ont été bloqués en haut. Alors Claude, d'ici, il va sortir. Moi, je te dis, mon Claude, il ne sortira pas parce que le prix du kilowattheure va continuer à descendre et puis qu'il n'y a plus d'investisseurs qui pourront demain matin lancer ce genre de projet. Sauf sur des grandes centrales de 100, 150, 250 ou 300 hectares qui appartiennent au grand groupe. Voilà. Quand j'ai dénoncé ça il y a 4 ans auprès de M. Pouvillot, on m'a dit, mais monsieur, vous n'avez pas le droit. C'était moi, Laurent. C'était vous. J'ai dit, si, moi je le dénonce. Et ça a été dénoncé, et puis il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire tant que EDF ou EDF ou je ne sais qui n'était pas propriétaire de la totalité des actions d'EDF Énergie Nouvelle, les projets ont été bloqués. Voilà. En maintenant, je ne pensais pas parler de ce Puchral. Comme vous l'avez rappelé, Monsieur Brault, moi j'installe des réseaux sur des installations qui sont validées. ERDF n'a rien à faire là-dedans. Effectivement, on est sur des procédures d'appel d'offres que l'État organise sur les productions photovoltaïques. Alors après, moi je ne veux pas développer de fantasmes sur savoir comment les appels d'offres, vous les pratiquez habituellement dans les communes. Je suppose que vous organisez de manière honnête. Je fais l'hypothèse que l'État fait de même et qu'il essaie entre toutes les produits. Mais je n'ai pas de scoop particulier à vous donner. Non, mais je ne parle pas de tricherie. Hein. Je dis simplement qu'on a monopolisé le marché pour quelques grands groupes. Alors il est certain que la force des grands groupes est... J'ai eu la chance de monter une boîte. Les cogénérations, on les monte depuis 1995. Imaginez, de plusieurs mégawatts. Donc, je connais un peu le projet. J'ai eu la chance de travailler après 15 ans chez Veolia. Et notamment chez Dalkia dans le cadre de l'énergie, qui est partenaire avec nous. Permettez-moi de vous dire que c'est la grande valise. C'est pas par l'honnêteté, c'est qu'on protège les grands groupes sur les grands sujets sur lesquels on ne peut pas laisser accéder des petites compagnies qui pourraient se créer ou autres. Moi je dirais aujourd'hui, on a mis ici, vous avez vu 100 kW sur la salle des fêtes, pour se raccorder au niveau du compteur électrique entre le moment où on a fini l'installation, le moment où elle a été validée, je ne sais pas si le rend en tête, je crois qu'on a mis 4-5 mois. Le raccordement EDF. 4 mois. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là, pour le coup, là, vous êtes sur mon terrain, puisque effectivement, c'est une question de raccordement. Et effectivement, on a eu, à peu près à cette période-là, une file d'attente invraisemblable pour raccorder du photovoltaïque. Donc après, effectivement, on a eu des phénomènes d'étranglement, parce qu'on a